Ce devait être un rassemblement pour célébrer les valeurs de l'abbé Pierre. Il y a 70 ans, l'illustre fondateur d'Emmaüs lançait un cri de colère pour venir en aide aux plus démunis, la naissance d'une association devenue indispensable dans la lutte contre la pauvreté. Ce soir de février, le président d'Emmaüs, Antoine Sueur, et son état-major défilent en tête d'un cortège d'une centaine de militants. 70 ans après, c'est quoi le message qui reste de l'abbé Pierre? C'est encore important aujourd'hui de... Non seulement c'est important, ça veut dire que le travail n'est pas fini, puisqu'en fait, même s'il a pris une autre forme, les choses n'ont pas changé. Il y a toujours des gens dans la rue, il y a des gens qui meurent, et en même temps, on a des lois toujours aussi iniques qui se mettent en place et qui sont toujours dans le sens de la restriction. Une tradition d'indignation qui va, en ce jour anniversaire, être mise à rude épreuve. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Nous sommes des compagnons de l'image de Saint-André, des grévistes, depuis 200 et quelques jours. Oui. Donc vous avez pris votre responsabilité. Depuis au nord, nous on est venus vous chercher ici. Mais je ne vais pas pouvoir parce que j'ai d'autres... Une quinzaine de compagnons d'Emmaüs a fait le déplacement depuis le nord. Ils dénoncent leurs conditions de vie dans leur communauté. Ces sans-papiers exigent aussi d'être régularisés. Leurs slogans sont virulents. L'esclavage, c'est fini! Emmaüs, y en a marre! L'esclavage, c'est fini! Emmaüs! Le président Antoine Sueur et son délégué général Tarek Daher sont bloqués à l'entrée de la soirée officielle. C'est vrai qu'on s'éloigne tous deux pour qu'ils nous fuient et que ça les gens pour faire leur affaire. Ils sont contraints de rejoindre une rue adjacente pour s'expliquer. Pour mettre le chauffage pour les enfants, c'est un problème. Vous avez raison. Moi, mes enfants, ils sont malades. Je n'ai pas le pouvoir de mettre vous avez le pouvoir parce que vous êtes à Maïs. On n'a pas le pouvoir. On n'a pas le pouvoir. Pendant 15 minutes, les manifestants, épaulés par la CGT, enchaînent les accusations. Tous les jours, on travaille pour eux. 40 heures par semaine pour ne percevoir que 150 €. C'est inhumain. Inhumain! On ne parlera pas dans ces conditions-là, ça ne servira à rien. La direction parisienne d'Emmaüs est dépassée. Du coup, vous voulez négocier avec eux? Ah non, moi je ne vais pas négocier. Ah bah si vous voulez. Les dirigeants sont finalement exfiltrés par la police et les manifestants maintenus à distance des célébrations. En marge, les salariés et les bénévoles d'Emmaüs venus pour l'événement semblent embarrassés. Vous en pensez quoi, vous, de cette manifestation? Moi, j'en pense rien du tout. J'ai rien à dire là-dessus, désolée. Les raisons de ce silence, les voici. Les militants d'Emmaüs avaient été briefés la veille par mail par les communicants du mouvement. Une journaliste de France 2 prépare un reportage consacré à Emmaüs. Il serait préférable de ne pas répondre à toute question qui ne concerne pas directement la journée elle-même. Vous avez entendu les manifestations? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense pas. Je pense pas. Vous n'avez pas de commentaire à faire dessus? Et non. Que se passe-t-il chez Emmaüs? Aux côtés des pauvres et des exclus depuis si longtemps, pourquoi se retrouve-t-il aujourd'hui sur le banc des accusés? Comment l'une des associations préférées des Français en est-elle arrivée là? Chaque nuit, ils sont plus de 2000, recroquevillés sous le gel, à la rue, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Emmaüs, c'est l'incroyable histoire de l'abbé Pierre, rendu célèbre par son appel de l'hiver 54. Mes amis, au secours! Un prêtre, héros de la résistance, député de centre-droit chrétien, qui invente un modèle de solidarité pour les plus démunis. Collecter de vieux objets destinés à être jetés, les réparer, puis les vendre. Dans ces communautés, il accueille sans condition ce qu'on appelle les compagnons. Il sort
des milliers de personnes de la rue grâce aux fruits de leur propre travail. Le pain qu'on mange, on l'a gagné. On n'accepte pas de vivre de subventions. Notre subsistance, elle vient de notre travail. L'abbé Pierre a côtoyé les grands de ce monde et a défendu ses causes au sommet de l'État. Il adorait passer des coups de fil au président de la République. L'histoire de la vie de l'abbé Pierre, c'est des histoires à engueuler les ministres et à leur faire un peu peur, oui. C'est vrai qu'il a construit des baraques sans permis de construire. Ça ne le posait pas de problème d'être hors la loi. Un mouvement construit dans l'hypercommunication, mais qui cultive aussi un goût du secret. À Emmaüs, on considère qu'il faut quand même d'abord laver le linge sale en famille. Certaines communautés d'Emmaüs sont secouées depuis près d'1 an par un mouvement de grève sans précédent et les accusations se multiplient. Du sous-vide qui n'est plus sous-vide, la viande qui n'est plus de belles couleurs. J'avais au moins 2 compagnons par semaine qui étaient malades avec des maux de ventre. Les lois, clairement, elles ne s'appliquent pas et puis c'est revendiqué en disant on est Emmaüs et nous, on a notre mode de fonctionnement. On ne peut pas régler des affaires de harcèlement sexuel comme ça. Une tradition d'autogestion, sans contrôle extérieur. L'État s'en fout complet de ce qui se passe dans les communautés. On fait le travail de l'État et l'État ne regarde pas du tout. Le modèle de solidarité de l'abbé Pierre serait-il aujourd'hui menacé ? Emmaüs, c'est aujourd'hui 122 communautés réparties dans toute la France. Après plusieurs semaines de discussion, la direction nous a ouvert les portes de celle de Laval, en Mayenne. Une communauté modèle qui accueille souvent des caméras. Elle est animée par 12 salariés et près de 300 bénévoles. Chaque semaine, s'y pressent des fidèles qui viennent vider leur grenier et faire quelques emplettes. Oui, il va bien celui-ci. Pardon, madame. C'est pas tout à fait, hein. Mais bon. Nous venons tous les mercredis. On aime bien fouiller un peu et il y a des choses très intéressantes et c'est une bonne action. À l'échelle nationale, le mouvement Emmaüs a reçu l'an dernier 328 000 tonnes de meubles, de vêtements et de vaisselle et réalisé 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour découvrir les coulisses, nous aurons droit à une visite guidée par le directeur. Ouais, c'est parti. Salut Louis, ça va? Là par exemple, on est sur l'aluminium. Il flotte? Romain Chaupitre dirige la communauté depuis 2021. Il est salarié. Laval accueille 74 compagnons. On retrouve l'atelier vélo. Vélo, motoculture. Il y a Christian et Mouktour. Christian qui, du coup, est retraité. Et Mouktour qui, lui, est compagnon non retraité. Et on a toujours besoin des petits vieux pour faire ça. Alors, je lui ai appris, maintenant, il se démerde. Réparer une tondeuse pour la revendre ou trier des objets. Bonjour. Ces dernières années, le profil des compagnons d'Emmaüs a beaucoup changé. Ça va? Solango est d'origine mongole. Elle commence à bien comprendre le français. Et cet après-midi, tu vas au cours de français? Oui. Désormais, 60% d'entre eux sont étrangers et sans papier. Donc là, c'est Mamadou. Et Mamadou, il est allé en formation. Il a obtenu son CACES la semaine dernière, je crois. Hein? Ça va, Mamadou? Oui, ça va. Dans les communautés, les compagnons sont nourris. C'est royal, dis donc. Qui c'est qui a préparé tout ça? C'est toi qui as fait ça? Avec amour. Oui. Et aussi logés. À Laval, les bâtiments ont récemment été refaits à neuf. Dès que vous rentrez, vous êtes au salon. Tout devant, là, il y a la petite chaînette. Delia a 25 ans. Elle vient d'Angola. Elle habite dans ce 3 pièces avec son fils depuis 4 ans. Là, c'est ma chambre. Et là, c'est la chambre de mon petit-fils, Anderson. Quand je suis arrivée, il n'y avait rien. Et tout ça que vous voyez ici, j'avais pris ici, à Emmaüs, en fait. J'ai rien acheté, tu choisis ce que tu as besoin, après tu meubles ton studio. Avant Emmaüs, vous étiez dans quelle situation? J'étais une SDF. J'avais un endroit où dormir, mais c'était que pour la nuit.
Et le matin, j'étais obligée de sortir, passer toute la journée dehors. C'est pas facile avec un enfant d'être dehors sans avoir un logement. Dès que j'ai commencé à fréquenter Emmaüs, tout a changé pour moi et mon fils aussi. En plus du logement et du couvert, comme tous ses collègues de Laval, Délie perçoit 416 € par mois. C'est la fourchette haute de ce qu'un compagnon touche chez Emmaüs. En échange, elle est cuisinière, à temps plein. Ce jour-là, c'est saumon congelé, donné par un supermarché. Nadir, lui aussi, est accueilli avec sa femme et ses 2 enfants. Il est responsable du rayon meubles. Vous travaillez donc ici tous les jours? Exactement, du mardi jusqu'à samedi, de 8h jusqu'à 17h30. Travailler, un mot qu'on n'aime pas beaucoup chez Emmaüs. Le directeur nous corrige. On ne parle pas du coup de travail, on parle d'activité solidaire. Pourquoi vous allez dire c'est un peu de la sémantique, mais les compagnons sont avant tout des personnes accueillies. Ils participent à une activité solidaire qui effectivement nécessite de se lever le matin. C'est pas un travail au sens du code du travail. Un travail au sens du... Voilà, c'est pas un travail au sens... Une activité solidaire donc, qui doit quand même générer de l'argent. Car pour assurer l'accueil des plus précaires, les communautés ne perçoivent aucune aide de l'État. Et puis 40 ça, parce que j'ai 2 trucs à récupérer. Ah, c'est bon pour moi. Elles vivent essentiellement des recettes de leur magasin. Ça rapporte combien un magasin comme ça On est sur ici autour de 3 000 € les mercredis et 5 000 € par vente les samedis. On a 5 sites et concrètement, pour faire vivre l'association, il faut qu'on arrive à rentrer aux alentours de 2 millions d'euros par an. Voilà. Et on arrive aujourd'hui à équilibrer nos comptes et à faire vivre l'association, à avoir des projets, à investir. En 2023, Laval a dégagé 100 000 € de bénéfices, réinvestis pour améliorer l'accueil des compagnons, mais aussi pour financer d'autres associations. Une communauté prospère où on vit et travaille avec plaisir. Mais tous les Emmaüs ne fonctionnent pas aussi bien. Nous avons mis la main sur une alerte adressée par des salariés d'Emmaüs France à la direction en décembre 2022. Elle fait état de situations de crise et de conflits de valeurs profonds. Certains dureraient depuis des années. En 5 mois, nous avons pu discuter avec près de 80 compagnons, salariés ou bénévoles, qui nous ont alertés sur une quinzaine de sites à problème. Pour découvrir le quotidien d'un de ces Emmaüs, direction le centre de la France. Ici, une trentaine de bénévoles a démissionné, dénonçant les conditions de vie des compagnons. Nous sommes équipés d'une caméra cachée. Ouais, ça va être ça. Bonjour. Je pourrais voir un responsable? Notre journaliste se présente comme un jeune sans-abri. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vas-y, rentrez. Bonjour. Bonjour. Vous venez voir si vous pouvez. Oui. Vous avez... OK. La communauté est au complet, mais l'homme qui nous reçoit nous propose tout de même de rester manger. Ah oui, ça, on a la quantité. Mangez. Oui. Je peux mettre là? Nous sommes très bien accueillis. À Emmaüs, il y a toujours un repas pour les plus démunis. Guillaume. Tu resteras là jusqu'à lundi. Lundi, OK. Pas de place de compagnon pour notre journaliste, mais il pourra tout de même dormir ici 3 nuits, dans une chambre réservée aux gens de passage. Bon voilà, tu choisis, tu prends le lit que tu veux, et après moi je t'amènerai tous les draps et tout propre. La chambre est partagée et en bon état. Si tu veux nous donner un coup de main, tu verras ça directement avec lui. Les responsables proposent rapidement à notre journaliste de travailler pour 90 € par semaine en liquide. Est-ce que du coup c'est entre guillemets au black quoi ou... Non, après le black, il n'y a pas de black ici, c'est pas un travail.
T'es pas encore rentré dans le système pour être déclaré et tout. Donc ça peut-être ça se fera après ou pas. Il y a des tests, il faut être motivé, il faut se dire, il faut rester positif. On essaie de voir est-ce que le gars il est apte pour être dans le groupe, est-ce qu'il est, tu vois. D'accord. Cette journée de travail est un test. C'est ce que nous fait comprendre le responsable. Nous devons faire nos preuves pour espérer intégrer la communauté. C'est contraire au principe d'accueil inconditionnel de l'abbé Pierre. Nous travaillerons donc en dehors de tout cadre légal. La première matinée est consacrée au tri de la vaisselle. Les verres cassés, vous les mettez. Tout ce qui est cassé, vous les mettez dans une cagette. Ok. Pour éviter que les gens ne se blessent, il faut retirer les bouts de verre cassés des étalages. Voilà, comme ça. Et ici, ni consigne, ni équipement de sécurité. C'est à chacun de se débrouiller. Vous aurez pas des gants? T'as pas des gants? Parce que t'as... Oui, je sais, mais non, j'en ai pas. Ah, je peux te demander si tu veux là-bas. Attention, sinon on va te casser. Est-ce que tu aurais des gants pour, Ah, mais c'est des grands skis, quoi. Ouais, mais c'est pas grave. Pour travailler, c'est suffisant. Bon. Des gants de ski, faute de mieux. 8 heures par jour, au même rythme que les compagnons, nous allons participer aux activités sans jamais être guidés ni formés. Dans un environnement de travail dangereux, comme cet espace de rangement en hauteur et sans garde-corps. Du côté des bennes et des montagnes de déchets, rien n'est conçu pour faciliter le travail des compagnons. Une certitude, pour gagner sa place à Emmaüs, il faut accepter de porter des charges lourdes. Ça, c'est lourd, hein? Une activité en extérieur, éprouvante, et selon certains compagnons, il ne serait pas bien vu de se plaindre à la direction. En fait, des jours, je travaille sans me soigner. J'achète de Doliprane pour moi-même, ou Tramadol à la pharmacie, pour moi-même, pour que je puisse bosser. C'est dur, quoi. Et toi, tu dis que t'as mal partout à cause du travail, hein? Moi, Parce que tu portes tout le temps depuis des années? Mon frère, ça fait 5 ans que je porte. Si du coup tu peux pas travailler, qu'est-ce qui se passe ici? Si tu travailles pas, ils vont te virer ou ils vont te changer. Ça m'est arrivé, ça. Ah ouais? Ils m'ont crié sur moi, ouais, pourquoi tu fais? T'es parti à l'hôpital, le docteur il me donne arrêt maladie, mais moi j'ai peur, je travaille. Ici, les compagnons le confirment, les places sont rares, alors on s'accroche. Bien sûr. Certains compagnons semblent pourtant définitivement abîmés. Cet homme de 56 ans répare les vélos depuis une dizaine d'années. Heureusement que je le prends à la rigolade. Ouais. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Les deux hanches qui font mal. Les hanches? Ouais. Mais comme ça Bah, tu sais, au fil des années, le poids, le machin, et tout petit. Ah bon? Ouais. Tu penses que c'est le travail ici qui t'a fait ça? Oh oui. Mais bon, j'accepte la douleur, tu vois, malgré tout, t'as bien le rôle. Ouais. Nous quittons la communauté après 3 jours de labeur sans accepter la paye promise. Nous avons été bien accueillis, mais surpris par les conditions de sécurité. Interrogés au téléphone, les 2 présidents de la communauté assurent que les équipements de sécurité sont disponibles et contestent tout mauvais traitement envers les compagnons. Nous présentons nos images à Maître Marius, une avocate en droit du travail. Moi, ce sont des conditions, en tout cas celles que je vois sur cette vidéo, je ne les ai pas vues ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui sont problématiques sur ces images. Il y a des travaux qui sont réalisés en hauteur, sans garde-corps, sans aucune protection. De la même façon, on voit qu'il y a un Fenwick à un moment donné sur l'image qui passe au milieu d'une zone plus ou moins piétonne. Donc tout ça, il n'y a vraiment rien du tout qui est mis en place là sur les images qu'on constate. C'est des domaines qui sont
très accidentogènes, qui ont des taux de sinistralité importants, c'est-à-dire que c'est des domaines où il y a beaucoup d'accidents du travail, des maladies professionnelles. Là, on n'est pas dans le cadre, on bricole, on fait avec ce qu'on a pour assurer un minimum, mais ça suffit pas. Que pense Emmaüs France de cette situation? Le nouveau délégué général s'appelle Tarek Daher. Il a accepté de répondre à nos questions. Si dans certaines situations, comme celle que vous évoquez, dans certaines situations, les conditions de sécurité ne sont pas au rendez-vous, eh bien, il faut que nous le traitions. Voilà. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire travailler des gens sans équipement de protection, sans un cadre sécurisé, sans de l'immobilier même, à la hauteur des exigences des espaces de vie, de vente, etc., etc. Il faut que nous ayons les moyens de savoir quand ces modalités ne sont pas respectées. En 2022, 2 personnes sont mortes chez Emmaüs dans le cadre de leur activité. Et combien d'accidents du travail? Impossible de le dire, l'association n'en a jamais fait le compte. Et pour cause, ce n'est pas un mystère, depuis 75 ans, les compagnons travaillent en dehors du droit du travail, avec la tolérance des pouvoirs publics. 50 ans après l'appel de février 54, on s'était dit... En 2002, Martin Hirsch devient président d'Emmaüs France. Sa mission, réformer un système qui repose avant tout sur l'entre-gens du célèbre abbé. Quand j'ai été élu président d'Emmaüs France, j'ai dit, quand dans une communauté Emmaüs, il y a une commission de sécurité qui passe et qui dit que c'est pas aux normes et qu'ils vont fermer, l'abbé Pierre appelle le président de la République en disant, il y a un préfet qui est en train d'emmerder ma communauté. Et le président de la République dit, mais mon père, on va régler ça. Et le président de la République demande à son chef de cabinet d'appeler le préfet en disant, arrêtez d'emmerder les gars d'Emmaüs. L'abbé Pierre étant formidable, mais pas immortel, il y a un moment où personne ne pourra appeler le président de la République pour dire qu'on demande à la commission de sécurité de fermer les yeux. Donc on a un vrai sujet si on veut se préparer à l'après-fondateur. Le dossier va s'accélérer avec la disparition de l'abbé. En janvier 2007, toute la France rend hommage au curé iconoclaste. Patrick d'Outreligne était alors vice-président d'Emmaüs. En marge des obsèques, il assiste à un accord qui va faire progresser le statut des compagnons. À 6 mois des élections présidentielles, Nicolas Sarkozy cherche à s'attacher les services d'un spécialiste des questions de pauvreté, classé à gauche. Moi, j'étais à quelques mètres de Martin Hirsch quand Sarkozy l'a approché. Ils se sont fixés un rendez-vous et il a dit « il faudra qu'on évolue sur le statut des compagnons ». Donc, Sarkozy avait dit oui là-dessus. C'était le prix du deal. C'était une prise politique et médiatique importante pour Sarkozy. Et Martin Hirsch le savait. Il n'y a pas de deal, et le mot deal n'est pas un bon mot. Il y a 0 deal. Quand on m'a demandé de rentrer au gouvernement et de m'occuper des sujets de pauvreté, j'ai dit ça me paraîtrait difficile de m'occuper des sujets de pauvreté et de ne pas résoudre un problème que la semaine dernière, comme président d'Emmaüs, j'allais demander au gouvernement de résoudre. Donc soyez bien clairs que l'une des choses que j'essaierai de faire, c'est de résoudre ce problème. Nommé haut-commissaire aux solidarités, Martin Hirsch fait voter un statut juridique taillé sur mesure pour les communautés d'Emmaüs. Pour faire en sorte que ce qui a été l'exception au départ devienne quelque chose qui soit reconnu par la société. Un article de loi d'à peine 15 lignes qui crée les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires, ce qu'on appelle les OACAS. Ce statut ouvre de nouveaux droits aux compagnons d'Emmaüs. Désormais, ils cotisent à la retraite et à la sécurité sociale. En revanche, ils ne sont toujours pas assujettis au droit du travail. Pas de contrat, pas de prud'homme, pas de salaire minimum, pas de contrôle de l'inspection du travail. Il existe en droit français des zones dérogatoires
où le code du travail ne s'applique pas directement. Il y a les travailleurs solidaires dans les OACAS, il y a les travailleurs handicapés qui travaillent dans les ESAT, il y a les travailleurs détenus qui travaillent en milieu carcéral. Mais à la différence des OACAS, il y a des renvois pour ces personnes-là, il y a des renvois vers le code du travail pour des prescriptions minimales de sécurité qui imposent, même s'ils ne sont pas régis par le code du travail, qui imposent un minimum de règles de sécurité dans ces établissements. Est-ce que c'est suffisamment protecteur pour les compagnons, ce statut ? Est-ce que c'est suffisamment protecteur ? Alors, est-ce que c'est plus protecteur qu'avant? La réponse est certainement oui. Je pense que si on avait été trop exigeant, on n'aurait strictement rien fait et qu'on en serait à la case départ sans aucune garantie. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen, à ce moment-là, de protéger un petit peu davantage le droit de ses compagnons? À Emmaüs, il y a une tradition libertaire extrêmement forte, bien évidemment. Et donc, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les commissions de sécurité, sur les droits des compagnons, les cadres, pour beaucoup de gens, c'était perçu comme faire rentrer la technocratie dans Emmaüs, etc., bien évidemment. Absolument. Derrière cette tradition libertaire, des directeurs de communautés qui concentrent beaucoup de pouvoir. Notre enquête se poursuit dans la banlieue de Lille. Nous rencontrons les compagnons grévistes de la Halte Saint-Jean, ceux qui avaient perturbé les commémorations de l'hiver 54. Emmaüs, y'en a marre, l'esclavage, c'est fini. Quand les travailleurs d'Emmaüs viennent crier à vos portes, vous devenez soudainement sourds. Alix Kombila est l'une de leurs porte-parole. Cette Gabonaise dénonce les pratiques qu'aurait eues leur directrice. Une enquête pour traite des êtres humains et travail dissimulé a été ouverte. On a décidé de se mettre en grève depuis le début du mois de juillet parce qu'il y a eu des humiliations. On a été rabaissés au plus bas niveau de notre existence. On a été maltraités. On a été intimidés, menacés d'expulsion à tout moment. L'activité de la communauté est à l'arrêt depuis juillet dernier. La grève est reconduite à l'unanimité. Depuis, la direction a supprimé les allocations mensuelles et les repas distribués aux compagnons. Cet hiver, il n'y a eu ni chauffage, ni eau chaude. Les réceptions, c'était ici. Ici, collecte de linge. Avant la grève, la Halte Saint-Jean accueillait une trentaine de compagnons, pour la plupart sans papier. Ils travaillaient sous l'œil attentif de la directrice. Je travaillais ici. Ici, c'était la bibliothèque. Je le faisais là en plein hiver, comme ça, hiver battant. Dès que tu veux rentrer pour aller mettre les mains sur le chauffage, qu'elle passe, qu'elle te voit, elle te dit si tu veux pas travailler, t'as qu'à partir. Hein. Ici, la location varie entre 120 et 200 € par mois pour chaque personne accueillie. C'est entre 2 et 3 fois moins qu'à Laval. Des appartements sont mis à la disposition des compagnons dans cette demeure bourgeoise, léguée à l'association. Selon la direction, les logements étaient tous meublés. Faux, selon ses compagnons, qui affirment avoir dû acheter une partie de leur mobilier. À la boutique Emmaüs, bien sûr. Ça, par exemple, c'est un lit d'enfant qui a 120 €. C'est cet lit qu'on a acheté ici. 120 €. Happy Patrick est mère de 4 enfants. Selon elle, la directrice demandait aux compagnons d'éviter d'acheter des équipements en dehors de la communauté. Voilà. Si. C'est là où la machine à laver qu'on a acheté ici à 280 €. C'est une machine neuve? Non, c'est pas neuf. C'est occasion. On ne peut pas aller aussi dehors pour aller payer une autre machine neuve pour amener ici, sinon elle va être fâchée. Voilà, on a décidé d'accepter, de payer ça un petit peu chaque mois. Certains dénoncent aussi une directrice intrusive. 3 anciens salariés nous ont affirmé avoir été témoins de ces méthodes. Il fallait qu'on garde les tickets de caisse, parce que quand on était en train de travailler, elle pouvait rentrer dans votre maison
Quand elle voit par exemple des chaussures là comme ça, pour elle c'est que on a volé. Donc il fallait montrer les preuves que on a acheté parce que sinon elle vous l'arrache. Mais elle rentrait dans votre appartement? Oui, la directrice rentrait dans nos appartements pendant notre absence, pendant nos heures de travail. Quand t'es pas là, elle rentrait, elle fouillait. La directrice conteste toutes ces accusations. Mais ce n'est pas tout. À l'inverse de la plupart des communautés, ici, les compagnons doivent payer leurs charges tous les mois. J'ai payé 113,66 € de charges d'eau chaude, d'eau froide, d'électricité et de chauffage. Il s'agirait, selon la direction, de faire gagner les compagnons en autonomie, les préparer à la vie réelle. Selon la directrice, le montant des charges était ajouté à leur pécule. Cette femme, qui cristallise toutes les rancœurs, s'appelle Anne Saint-Gier. C'est une figure du milieu associatif local. Au départ, vous étiez ingénieur. Qu'est-ce qui a fait que finalement, vous avez tout lâché pour aider les autres? C'est d'abord une quête personnelle du bonheur. Je pense que Elle était à la tête de la Halte Saint-Jean depuis 30 ans. ma vie a un sens. Elle préside aussi la Fédération des Emmaüs du Nord-Pas-de-Calais. Moi, je mesure la réussite de mon travail avec des sourires. Je rencontre des gens qui souvent ne croient plus en eux, n'ont aucun espoir, ne sourient plus. Et tout doucement, ils reprennent goût à la vie. Pour son engagement, elle a même reçu la Légion d'honneur en 2010. Mais loin des sourires des plateaux télé, 3 anciens salariés nous ont dépeint un management selon eux autoritaire, à milieu des valeurs de l'abbé Pierre. Le turnover, il est impressionnant. Au niveau de l'administratif, au niveau du technique. Moi, j'ai connu des embauchés pour faire de l'administratif sans ne pas rester qu'1 jour. Et qu'est-ce qui les faisait fuir alors? La directrice. C'est un management des années 1900, quoi. Et aucun respect, c'était même pas de bonjour, même pas de merci. Rabaissé, on l'a été. Insulté, on l'a tous été. Et quoi, par exemple? Ah bon, petit con, tu connais rien, des trucs comme ça, quoi. Pendant plusieurs années, cet encadrant technique a supervisé l'activité des compagnons. Il assure avoir été poussé à les faire travailler, coûte que coûte. Moi, dès que je suis arrivé, on me dit je dois surveiller les compagnons, H24. S'ils venaient pas travailler, je coupais le courant. Sur ordre de la directrice. Vous coupiez le courant où? D'appartement. S'ils étaient malades et qu'ils prévenaient pas, on allait réveiller. S'ils venaient pas travailler, elle me demandait de débrancher le disjoncteur au tableau central. Je connais pas beaucoup de patrons à l'heure actuelle qui vous disent si tu viens pas travailler, je te coupe le courant, quoi. Dans un courrier qu'ils nous ont fait parvenir, Anne Saint-Gier et son président Pierre Duponchel précisent qu'il est humainement très éprouvant pour eux de subir des allégations mensongères. Ils ajoutent que les accusations de traite des êtres humains n'ont pas été retenues. À l'époque, pour se justifier auprès de ses équipes, Anne Saint-Gier mettait en avant les finances précaires de l'association. C'est en tout cas ce que semble montrer cet enregistrement réalisé à son insu. Au cours d'une réunion, elle s'inquiète de la baisse du chiffre d'affaires. Il faut vraiment qu'on se mobilise, sinon ça va être très compliqué. Parce que l'association, il faut qu'elle paye ses factures. Sachez il faut 25 000 € pour payer. 25 000 € par mois. Alors on les a fait jusqu'en mars, et puis là ça baisse. Donc la seule variable d'ajustement, c'est qu'on consomme moins, mais après, c'est vous. Parce qu'effectivement, votre allocation, moi je ne peux pas donner l'argent que je n'ai pas gagné. Baisser l'allocation des compagnons en fonction des résultats, en principe, ça ne se fait pas chez Emmaüs. Selon cet ancien salarié, ce souci de faire des économies se répercutait aussi sur les repas distribués. Il y a un autre problème, c'est sur la qualité de la dotation alimentaire. Chaîne du froid non respectée, traçabilité de congélation non respectée. Si on jetait de la nourriture, on était limite viré.
J'avais au moins 2 compagnons par semaine qui étaient malades avec des maux de ventre et des diarrhées. Il y en a quelques-uns qui se sont présentés avec des arrêts maladie suite à des intoxications alimentaires. Elle les a arrachés devant eux, en disant « Tu veux que j'aille en prison avec ton arrêt maladie ?» Mais alors pourquoi ces compagnons sont-ils restés dans cette communauté? La raison est simple, pour espérer décrocher un titre de séjour. Car Emmaüs a longtemps eu un accord signé avec la préfecture, ces dossiers passaient en priorité. À notre arrivée ici en juin 2018, la directrice Anne Sanger, elle nous a dit clairement, au bout de 3 ans sur la communauté Emmaüs Saint-André, elle va déposer nos dossiers de régularisation. Au bout de combien de temps votre dossier a été déposé? Au bout de 5 ans. Faux, répond Anne Sanger. Selon elle, il s'agit là d'une stratégie judiciaire pour obtenir un titre de séjour. La justice devra se prononcer le 13 juin sur les méthodes de la direction. Anne Sanger et son président Pierre Duponchel sont poursuivis pour travail dissimulé. Elle, également pour harcèlement moral. Depuis septembre, Emmaüs France a pris ses distances avec la direction de la halte Saint-Jean et accordé une aide financière aux grévistes. Évidemment, les faits qui sont relatés par les grévistes, les accusations qui sont portées sont absolument inacceptables. Elles sont insupportables pour nous. Elles sont évidemment contraires aux valeurs du projet emmaüsien. Et donc, moi personnellement, je les dénonce, et même nous les dénonçons collectivement. Des sanctions ont été prises, une exclusion temporaire a été prise pour la communauté de la halte Saint-Jean, en attendant qu'elle mette en œuvre des mesures correctives sur son fonctionnement et sur ses modalités d'accueil. Voilà. Nous n'étions pas au courant de ces dysfonctionnements-là. Vous n'aviez jamais reçu d'alerte sur la communauté de la halte Saint-Jean? Sur la communauté de la halte Saint-Jean, nous n'avions jamais reçu d'alerte. J'ai par exemple un mail qui date de 2021 sur des dysfonctionnements graves à la halte Saint-Jean qui vous a été adressé. Ça, vous ne l'aviez pas reçu, par exemple? Alors, je ne sais pas à qui a été adressé ce mail, je le découvre là. Dans les mains du délégué général, un courriel adressé à Emmaüs France, 2 ans avant sa prise de fonction. Il dénonce déjà les abus de pouvoir, la nourriture périmée et les charges à payer. Une alerte restée sans suite à l'époque. Alors, je vous cite ça en exemple. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je découvre ce message-là. Peut-être c'est important de dire que c'est possible que nous, sur cet événement comme sur d'autres, nous ayons une part de responsabilité dans la manière dont nous avons reçu éventuellement quelques signalements ou quelques remontées d'informations, et dans la manière dont nous les avons traités. Voilà, c'est possible qu'en effet, nos processus n'aient pas été tout à fait fluides, nos prises de décision n'aient pas été assez rapides ou assez fortes. Nous le reconnaissons. Des responsables de communautés réputés tout-puissants et des contrôles défaillants d'Emmaüs France, c'est aussi l'histoire de la communauté de Montauban. Emmaüs Tarn-et-Garonne, c'est l'une des plus importantes du pays. Elle accueille plus de 200 compagnons et des dizaines de familles sur 4 sites différents. Une réussite incarnée depuis près de 30 ans par son directeur, Christian Calmejane. Lorsque nous le retrouvons en janvier, c'est sur le banc du tribunal de Montauban. Avec son adjoint, il est soupçonné d'avoir détourné plusieurs dizaines de milliers d'euros aux dépens de la communauté d'Emmaüs qu'il dirige. Mais à l'issue de l'audience, les 2 directeurs d'Emmaüs sont relaxés, faute de preuves. L'enquête n'a pas pu démontrer qu'ils étaient les seuls chargés de déposer des espèces à la banque. Quelle injustice! Un soulagement de courte durée. Quelques jours plus tard, le procureur fera appel. Pour le ministère public, les 2 hommes ont du mal à justifier 135 000 euros en liquide, versés en 6 ans sur leur compte, et ceux de leurs épouses. J'étais heureux de venir ici. Le directeur justifie avec son épouse ces sommes en liquide en provenance de Finlande, de sa belle famille, qui lui ferait donc des cadeaux en argent sonnant et trébuchant, en liquide, chaque année, pour chaque anniversaire de leurs enfants, chaque anniversaire donc de leur gendre. Alors, il est évident que le ministère public n'a pas cru une minute à ces explications qui arrivent quand même sur l'audience, sachant qu'il y a eu quasiment
près d'un an entre le moment où il y a eu les gardes à vue, le déferrement et le procès. Et étrangement, tout ça arrive le jour de l'audience. Vous comprenez que certaines personnes aient pu être surprises de tels montants en espèces déposés sur des comptes de la part de personnes? Des espèces qui étaient déposées depuis de longue date. On a accueilli au sein de notre maison une 60aine de personnes en 20 ans et 7 ou 8 ont participé sur les 60. Donc il s'agit presque de 85 000 €, je crois, sur 4 ans. Oui, et puis il y a aussi de l'argent qui est issu de ma belle famille, qui a été donné, en liquide. Je suis issu d'une famille pauvre. Ma femme est issue d'une famille aisée, qui a toujours eu à cœur de nous aider. Il n'y a pas de crime là-dessus. Un mois plus tard, le parquet a ouvert une nouvelle enquête préliminaire pour travail dissimulé commis à l'égard de personnes vulnérables. C'est cette femme qui en est à l'origine. Depuis 4 ans, l'ancienne bénévole, aujourd'hui en conflit avec Emmaüs, alerte sur des pratiques qu'elle aurait observées dans la communauté. C'est un planning où on voit apparaître les mineurs qui travaillent. C'était quelque chose qui était qui était devenu normal. Zina a été trésorière adjointe d'Emmaüs à Montauban jusqu'en 2020. On en voit un qui est affecté à l'espace vert, un autre mineur qui est affecté à la vente de fripes, et 2 autres qui sont intégrés à la crèche, qui travaillent à la crèche. J'avais noté donc 14 ans, et celui-là entre 14 et 16 ans. Mais est-ce qu'ils étaient déclarés? Non, ils n'étaient pas déclarés, contrairement aux compagnons, pour lesquels la communauté paye des charges sociales. Et quand vous en parliez à la direction? Ils nous disaient clairement on ne peut pas fonctionner sans, donc on continue comme ça. La direction ne pouvait pas se passer de cette main-d'œuvre. C'est ce que semble confirmer ce compte-rendu de conseil d'administration. Vu le nombre de congés, il a été demandé aux adolescents d'être sur les activités vente, tri et la crèche. 5 témoins nous ont raconté avoir vu à cette époque des adolescents travailler pour la communauté pendant les vacances scolaires, hors de tout cadre légal. Une autre situation a alerté cette bénévole. L'État finance 80 places d'hébergement d'urgence pour des SDF logés au sein de la communauté de Montauban. Sur place, les bénéficiaires du 115 n'ont pas le statut de compagnon, ce qui n'aurait pas empêché les directeurs de les faire travailler. Ils étaient payés 10 € par jour, 10 € pour une journée de travail. Et ils étaient déclarés? Ils n'étaient pas déclarés, évidemment, c'est en liquide, c'est du travail illégal, clairement. Et clairement, c'est quelque chose que nous avons soulevé en conseil d'administration. Dans ce compte-rendu de février 2020, les membres du conseil d'administration local de l'époque s'inquiètent de cette dérive. Travail dissimulé pouvant s'apparenter à de l'esclavage, dans la mesure où ces personnes sont entièrement dépendantes de l'association. Ni Christian Kelmejane, ni son avocate n'ont accepté de commenter ces nouvelles accusations. Nous nous rendons sur place. Le directeur est en congé maladie. C'est son adjoint qui nous reçoit. Bonjour. Il y a la question du travail des enfants dans la communauté qui s'est posée. Vous, c'est quelque chose qui continue C'est complètement faux cette histoire-là. On a des bénévoles, des salariés et les compagnons qui sont là, ils font des activités solidaires avec le statut OACAS. Voilà. Et donc il y a des mineurs qui font des activités solidaires. C'est jamais arrivé. Et concernant le 115, il y a aussi des personnes du 115 qui ont participé aux activités solidaires. Madame, vous pouvez attendre qu'on vous communique, s'il vous plaît. Vous cherchez des réponses, je comprends, mais je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. En août 2020, Zina avait alerté Emmaüs France. Nous avons contacté un cadre du siège qui a été destinataire du courrier. En général, sur ce genre de choses, on prend attache avec la personne qui nous écrit, et puis après, on développe une sorte d'enquête, en fait. Et là, en l'occurrence, tu dis, non, c'est Christian, on lui fait confiance, et du coup, il va plus loin. Creusez pas trop cette histoire. Selon cette source,
le directeur Christian Calmejane aurait été protégé par la présidente d'Emmaüs France de l'époque. Vous y allez pas, ça part d'un endroit pas fiable, et juste que Christian développe en accueil tout ça, machin, vous y allez pas. Contactée, la présidente nie avoir donné cette instruction et précise avoir lancé un audit à l'époque. Elle qualifie même la lanceuse d'alerte de bénévole aigrie et en colère. Que pensent les services de l'État de ces accusations ? Eux qui versent chaque année 650 000 € de subventions à Emmaüs Montauban pour la gestion du 115. La préfecture nous a répondu par mail. Les services compétents se sont saisis des faits dénoncés dans ce courrier et n'ont relevé aucune irrégularité majeure. Un échange de bons procédés, selon notre ancien cadre d'Emmaüs France. Au moment où il accepte d'héberger comme ça 60 personnes tous les jours, il dépanne, et donc quand vous dépannez les services de l'État, le préfet, et il s'en souvient le préfet en fait, et donc tous les services qui dépendent du préfet. La ville de Montauban a bien intéressé du fait de ne pas avoir ces gens dans la rue, qui dorment dans la rue, enfin oui, parce que c'est casse-tête quand même. Hein. De son côté, Zina a bien eu un retour d'Emmaüs Montauban, une jolie lettre d'avocat. C'est un courrier d'un cabinet d'avocats de Paris qui me dit que si, à défaut de cessation sans délai de ces dénonciations, l'association Emmaüs du Tarn-et-Garonne se verra contrainte d'y donner les suites judiciaires qui s'imposent et m'a d'ores et déjà mandaté à cette fin. Voilà. Depuis cette affaire, Zina a quitté l'association pour rejoindre la Croix-Rouge. Cette semaine, les 4 sites d'Emmaüs Tarn-et-Garonne ont été perquisitionnés par 70 gendarmes et 8 agents de l'URSSAF. Interrogée, l'association n'a pas répondu à nos questions sur cette affaire. Fatih Bouaroua, lui aussi, a pris ses distances avec le mouvement. Pendant 2 ans, il a coprésidé la communauté Emmaüs de Marseille-Pointe-Rouge. Lorsque vous faites des critiques qui sortent à l'extérieur du mouvement, nécessairement, on va finir par vous en vouloir. Parce que vous risquez d'atteindre, on vous dira, vous cherchez à atteindre l'image de l'abbé Pierre. Quitte à protéger des responsables qui dépassent les limites. Oui, bien sûr. Un des gros problèmes, c'est, on va le dire, c'est le fait que nous fabriquons avec le temps des gens qui ont un pouvoir très important et qui deviennent de véritables potentats locaux. C'est-à-dire que quand quelqu'un est resté là 20 ans, il finit par avoir tellement de légitimité, tellement d'histoire, que plus rien ne peut être remis en cause. Pas simple de contrôler les 122 communautés et leurs dirigeants. Avec le temps, certains ne deviennent-ils pas intouchables ? L'affaire concerne le directeur, toujours en place, d'Emmaüs Ivry, en banlieue parisienne. Pendant 3 ans, Célia y a exercé comme intervenante sociale au service des compagnons. En 2021, alors qu'elle avait quitté la communauté, une ancienne résidente la rappelle pour se confier. Elle m'explique que quand elle était à la communauté, le responsable lui a fait des avances. Elle m'explique que le responsable lui envoyait souvent des messages en lui disant, par exemple, tu vas pas travailler aujourd'hui parce que je vais venir te voir, tu vas rester dans ta chambre, je vais venir te voir, on va faire des choses, quoi. Elle me dit qu'il lui a donné de l'argent pour qu'elle couche avec lui, qu'elle avait beau dire non, qu'il continuait. Et en lui expliquant qu'elle voulait pas, voilà. Est-ce qu'elle a porté plainte, cette femme ? Non, elle n'a pas porté plainte. Pourquoi ? Elle n'a pas porté plainte parce que elle n'avait pas de papier à l'époque. Et ça fait partie. Et elle était compagne de la communauté, donc ça fait partie d'un tout où en fait elle avait son logement, elle était nourrie, elle était dépendante de la communauté et elle aurait perdu tout ça si. Je suppose, si elle avait porté plainte contre ce responsable. Célia alerte une collègue
qui adresse à la direction d'Emmaüs une information préoccupante. D'autres alertes auraient visé ce directeur. Nous avons recueilli des témoignages concernant 4 femmes se plaignant de harcèlement sexuel. Les premiers signalements ont eu lieu 4 ans plus tôt. En 2018, 3 femmes hébergées à Ivry accusent le directeur de leur communauté. 1 an plus tard, dans un courrier anonyme, un ancien salarié de la même communauté affirme avoir alerté à plusieurs reprises sur des faits similaires. Au total, il aura fallu au minimum 6 alertes concernant 4 femmes pour qu'Emmaüs France se saisisse de l'affaire en 2022. À notre connaissance, aucune n'aurait déposé plainte. Nous nous sommes entretenus avec une ancienne cadre du siège qui a traité le dossier. Elle souhaite rester anonyme. Nous faisons lire ses propos. Assez vite, en fait, on nous a dit que c'était la direction générale qui traitait le sujet, donc la DRH, qui reprenait la main. Et nous, en fait, à partir de ce moment-là, les salariés d'Emmaüs, on n'a plus beaucoup eu d'informations sur ce qui était décidé ou non. Emmaüs France finit par déclencher une enquête, confiée à un cabinet d'audit. Au sein de la fédération, on se dit qu'il faut qu'Emmaüs France se saisisse du dossier et pourquoi pas qu'on alerte le procureur. Là, on est vraiment sur des sujets qui relèvent du pénal. Et en fait, Emmaüs n'a pas décidé de saisir la justice. Ils ont choisi de missionner une intervenante psychosociale d'un cabinet externe. Il y a bien eu une enquête d'Emmaüs, mais nous, on nous a jamais communiqué les conclusions. Du coup, il a fallu qu'on relance 3 fois la direction pour qu'ils nous répondent « Nous avons fait notre enquête, on a conclu qu'il n'y avait rien et on a clos le dossier. » Fin de l'histoire. Cet audit, très peu de monde y a eu accès. La direction d'Emmaüs a refusé de nous le communiquer. À l'époque, le directeur incriminé est mis à pied 1 semaine, sans suspension de salaire. Cet homme avait accepté de répondre à une interview pour s'expliquer, mais Emmaüs France s'y est opposé. Nous allons à sa rencontre, à Ivry. Bonjour monsieur, je suis Rebecca Cananier. Je viens vous voir, comme convenu. On peut parler un petit peu ? Ouais, si vous voulez, normalement, ils m'ont dit de ne pas communiquer avec vous. Nous sommes rejoints par la coprésidente de l'association. Nous filmons notre échange en caméra discrète. J'ai donné ma version. Et c'est quoi votre version, justement ? Mais j'ai dit c'est faux. Moi, j'ai dit je ne le connais pas. C'est des propositions insultantes, ce sont des SMS. Voilà, je ne le reconnais pas. Et que... Ce sont des propositions d'argent aussi. Voilà, j'ai dit je ne le reconnais pas. Je n'ai pas proposé d'argent à quelqu'un. Mais est-ce que vous auriez pu peut-être avoir des mots ou des gestes qui ont pu être mal interprétés par ces femmes-là ? Les gestes, c'est possible. Parce que moi, quand je parle, je suis, comment on dit ça ? Tactile. Voilà, je suis tactile. Ça, j'aime ça. Devant tout le monde. Voilà, mais devant tout le monde. Comment vous expliquez que de 2018 à 2022, donc pendant 4 ans, Emmaüs France n'ait rien fait face à des accusations de harcèlement sexuel ? Alors, nous avons eu aujourd'hui connaissance de faits nouveaux à la communauté de Liberté, qui nous ont poussé tout de suite à mandater un cabinet externe. Mais je vous parle de ce qui s'est passé dans ce laps de 4 ans. Donc nous avons eu vent de faits nouveaux qui nous ont poussé à lancer un audit, nous avons mandaté un cabinet externe pour le faire. Et entre 2018 et 2022, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous attendons les conclusions de l'enquête. Mais vous ne pouvez pas répondre sur ce qui s'est passé entre 2018 et 2022. Nous attendons les conclusions de l'enquête. Conflits, procès, lourdes accusations. En mars, pour la première fois en 15 ans, les services de l'État ont enjoint Emmaüs France de réagir. Preuve que l'État prend ses difficultés au sérieux, il menace de retirer à certaines communautés Emmaüs leur statut si particulier. Du côté de Lille, le blocage continue. Aux dernières nouvelles, certains grévistes auraient obtenu de la préfecture un permis de séjour d'1 an.